Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la grande présentation du Tour de France Homme 2026. On verra le parcours, les différentes étapes en détail. On parlera également de mon avis sur cette épreuve. Il y aura beaucoup de choses à dire, comme chez les filles. Et puis, on terminera par le profil potentiel du futur vainqueur de cette épreuve qui peut s'imposer sur ce Tour de France. Il se destine à quel type de coureur? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît sur le parcours de ce Tour de France. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se base dans les commentaires. Vous pouvez également booster cette vidéo 3 fois gratuitement par semaine. Je le rappelle, les compteurs sont remis à 0 dimanche. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super fan. Vous pouvez également rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Le programme, on va dire, dans les semaines à venir, j'aimerais bien faire une vidéo sur Julia Simon du côté du biathlon avant le début de saison. J'aimerais bien faire une vidéo, toujours la Transat qui a fait l'or. J'aimerais bien faire également une vidéo, et ça c'est prévu, du classement UCI par équipe, faire un bilan complet de ce classement UCI par équipe de fin de saison, que ça soit chez les garçons mais également chez les filles. Et puis les top 10 qui sont en cours d'écriture, il y a déjà des qui sont prêts pour enregistrement, donc ça devrait arriver, peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après peut-être. Enfin voilà, ça arrivera quand ça arrivera, certains diront, mais il y en a déjà certains qui sont préparés à écrire. En sachant que je n'ai pas fait de vidéo sur Yair Lascano, certains vont me le reprocher, hein, je parle pas de dopage, parce qu'il est prévu dans un des top 10. Voilà, et que après coup, je me suis dit, ah, ça va faire doublon peut-être. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de vidéo sur Yair Lascano. Il y aura un des top 10, je pense que vous comprenez lequel, c'est pour ceux qui ont suivi la chaîne l'an dernier, où on parlera de Yair Lascano, mais pas seulement de lui. On parlera aussi de David Lapartien. On commence tout de suite avec ce Tour de France 2026. Donc avec bien ce parcours qui a été annoncé il y a 2-3 semaines désormais. Il y avait beaucoup de rumeurs qui n'étaient pas toujours bonnes au final. Notamment on disait qu'il allait avoir un double passage par l'Alpe d'Huez le même jour. Au final c'est 2 jours différents et puis c'est pas vraiment l'Alpe d'Huez le deuxième jour. On y reviendra. Qui a également, il y avait beaucoup de rumeurs, voilà, sur le parcours de ce Tour de France. Au final, on savait que ça allait passer par la Bourgogne, comme le Tour de France Femmes. Ça, c'est un peu le malheur de passer 2 fois au même endroit, et ce qui a tendance à m'énerver énormément, parce que je trouve que voilà, quand on passe dans un coin du côté du Tour de France Femmes, on pourrait ne pas être obligé d'y passer du côté du Tour de France Hommes. Et puis qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Pas grand-chose d'autre, voilà, du côté de ce parcours. Il ne me plaît pas, voilà. Je trouve qu'il y a des choses qui vont pas sur ce parcours. Je vais encore me répéter, mais pour moi, comme l'an dernier, on est sur une fin de cycle avec Christian Prudhomme. Alors, de toute manière, j'ai envie de dire que c'est pas une surprise pour moi, en gros, que ce parcours-là soit pas terrible, pour le dire gentiment. Parce que, je sais pas si vous vous souvenez de Thierry Gouvenou au moment du Tour de France. C'est le seul vélo club que j'ai regardé sur les 3 semaines de Tour de France. C'est celui de Châteauroux. En fin de première semaine, et il parle notamment du fait qu'il avait pris beaucoup de retard sur le parcours 2026. Bah ça se voit en fait qu'ils ont fini à l'arrache, parce qu'il y a vraiment, on réutilise énormément. On dit toujours c'est dans les vieux pots qu'on fait les bonnes confitures. Bah là on réutilise énormément les vieux pots, hein. Vraiment énormément de fois. Et il y a peu d'originalité, il y a peu d'idées vraiment nouvelles, et les quelques idées nouvelles sont mauvaises. Donc c'est ça qui est assez extraordinaire dans le parcours de ce Tour de France, mais on y reviendra un peu plus en détail, mais c'est vrai que pour moi, il y a des vrais soucis sur ce parcours, et je peux pas considérer qu'il soit bon. Alors ça veut pas dire qu'on aura une course catastrophique, hein.
parce que, encore une fois, certes, si toutes les étapes étaient plates, on s'ennuierait un petit peu. C'est compliqué de faire que des étapes plates sur le Tour de France. Mais il y a un moment donné, bon, tu sais que sur certaines étapes, déjà, tu vas commencer à regarder qu'à 16h30, hein, pas avant, notamment l'étape de Bordeaux, et qu'il y a un manque d'idées neuves. Il y a beaucoup d'étapes où tu te dis, ah, mais si on avait fait comme ça, si on avait fait comme ça, on aurait pu faire beaucoup mieux. Sans forcément transfigurer le parcours. C'est-à-dire que juste en faisant des ajustements, tu peux déjà avoir un parcours plus intéressant. Sans forcément transformer complètement, changer complètement les villes, les régions par lesquelles tu passes, on peut faire mieux. Donc c'est ça qui m'attriste. Voilà, je pense notamment les Pyrénées, encore une fois, qui sont dézinguées. Mais il y a plein d'éléments qui m'énervent, voilà, sur le parcours de ce Tour de France. Et la partie mon avis va être corsée pour Christian Prudhomme. J'espère qu'il regarde pas la vidéo. Je pense qu'il regarde pas, sinon sinon je me prendrai un ban de ASO. Mais je trouve que le parcours est vraiment pas bon. Eh ben on va le regarder tout de suite en détail ce parcours avec la carte que vous avez à l'écran. Je vous l'ai pas mis je vous l'ai mis en petit. On va parler déjà des chiffres de ce Tour de France. 2 contre-la-montre du côté de ce Tour de France, dont un contre-la-montre par équipe. Ça n'était plus arrivé depuis 1971 d'avoir un contre-la-montre par équipe le premier jour. On aura également donc un contre-la-montre individuel, mais seulement de 26 km. 23 équipes seront au départ à Barcelone, donc c'est le même règlement que l'an dernier. Hein, il y a désormais ces 23 équipes, donc 184 coureurs. On aura des bonifications à l'arrivée des étapes 10, 6, 4 aux 3 premiers, en sachant qu'il n'y aura qu'un sprint intermédiaire et pas 2 sprints intermédiaires, comme ça avait été un moment parmi les rumeurs. On nous disait qu'on allait avoir 2 sprints intermédiaires. Non, on n'aura qu'un sprint intermédiaire, on y reviendra également là-dessus. Dénivelé positif encore plus important que l'an dernier, on est à 54 450 mètres. En gros, c'est 2000, 3000 mètres de dénivelé en plus par rapport au Tour de France 2025, qui était déjà énorme dans ce domaine-là. 10 nouvelles villes-étapes font leur apparition du côté de ce Tour de France. Tarragone, Granollers en Espagne, les Angles du côté des Pyrénées, Gaverny, Gèdre pour la 6e étape, qui sera une arrivée au sommet inédite, Aguetmo lors de l'étape du lendemain, Malmort, Ussel lors de l'étape numéro 9, l'étape numéro 9 qui sera assez inédite dans sa composition, le circuit de Nevers-Manicourt pour le départ de la 12e étape, mais qu'on a déjà vu sur le Paris-Nice, plateau de Solaison, et Thoiry, plus connu pour son zone pour le cyclisme, qui sera le lieu de départ de la dernière étape pour arriver à Paris. On prendra donc plusieurs massifs montagneux, Pyrénées, Massif central, Vosges, Jura, Alpes, avec des montées inédites, notamment la côte de Bègue, lors de la 2e étape, de Béguès peut-être même plutôt, la montée de Gavarnie-Gèdre, le col de la Griffoule, col du Page, col du Hague lors de la 14e étape, le plateau de Solaison, qu'on a vu sur le Dauphiné mais jamais sur le Tour de France, et le col de Sarenne. Par son versant sud-est, parce qu'on avait utilisé un autre versant l'année où Christophe Riblon avait remporté l'étape de l'Alpe d'Huez. On était déjà passé par le col de Sarenne, mais c'était pas par le même versant. Col du Galibier, qui sera le toit du Tour de France, 2642 mètres. Je crois qu'on n'aura que 2 montées par contre au-delà de 2000 mètres du côté de ce Tour de France. Et au niveau de la composition des étapes, on nous met donc 7 étapes de plaine. Ça ne veut pas dire 7 étapes pour sprinter, hein. Je trouve qu'ils ont été gentillés sur les 7 étapes de plaine, 4 étapes accidentées, 8 étapes de montagne, et 5 arrivées en altitude dans ces 8 étapes de montagne, un contre-la-montre par équipe, un contre-la-montre individuel, mais sur les 7 étapes de plaine, il y a des étapes dans les Pyrénées où pour moi, ça n'arrivera pas au sprint, et on y reviendra.
là-dessus. 27e grand départ depuis l'étranger, vu qu'on partira depuis Barcelone. C'est le 3e depuis l'Espagne. 7 régions traversées du côté de la France hexagonale et 29 départements seront visités, toujours pas la Corse, toujours pas non plus, je sais pas, les îles Bretonnes, toujours pas la Réunion, voilà, du côté du parcours de ce Tour de France au niveau des départements qui ne sont pas traversés, et la région de Nord-Pas-de-Calais, la région Bretagne ne seront visitées ni par le Tour de France Femmes, ni par le Tour de France masculin, et la région Centre également, qui, je crois me rappeler, n'est traversée par aucune des deux épreuves non plus. On regarde le parcours, donc voilà, vous voyez un peu plus en détail, donc on part bien de Barcelone, donc avec 2 passages par Montjuïc. De toute manière, c'est le Tour de France des doublons. Ensuite, donc on arrivera dans les Pyrénées, alors avec 2 étapes, mais des Pyrénées qui sont, je sais même pas si on peut dire 2 étapes, c'est presque une étape pyrénéenne, hein. Gavarnie-Gel, hein, qui est quasiment la seule étape dans les Pyrénées véritablement. Donc ça, les Pyrénées il y a l'étape des Angles, mais bon, c'est quand même, voilà, on va dire 2 étapes pyrénéennes. Le Massif central, donc avec Ussel et le Durand. Donc là, il y aura 2 jours. Vous voyez, donc on remonte ensuite Vichy, Nevers-Manicourt, Chalon-sur-Saône, Belfort, et surtout du côté du Jura, l'étape du Markstein, qui là sera une étape très intense ce jour-là, du côté de la montagne, ça va faire mal. Vosges-Jura, voilà. Et puis ensuite on redescend par Champagnole, le plateau de Solaison, et cette dernière semaine dans les Alpes, quasiment intégralement, à part l'étape des Champs-Élysées, mais une 3e semaine alpestre. L'idée très clairement des organisateurs, c'est de monter crescendo, donc de commencer, on va dire, doucement, et de garder le suspense pour la 3e semaine. Mais moi, je pense que le suspense peut être tué assez vite dans ce Tour de France, et je vous dirai pourquoi, en détaillant un peu plus les étapes. On commence tout de suite par la première journée de compétition, ce fameux contre-la-montre individuel au Tour de Barcelone, donc avec Montjuïc, du côté de Barcelone, 20 km, donc avec la côte de Montjuïc, qu'il faudra prendre 900 mètres à 5,4 de moyenne, puis une arrivée en bosse, hein, du côté de Barcelone, 700 mètres à 8% de moyenne, donc il y aura 2 bosses dans les 5 derniers kilomètres de ce contre-la-montre par équipe, qui ressemblera quand même sur sa première partie au contre-la-montre que l'on avait eu du côté de la Vuelta. C'est la fin qui change, mais sur la première partie, ça ressemblera quand même énormément, me semble-t-il, quand j'ai vu un petit peu la carte, vous savez, sur la vidéo d'ASO, où on prendra notamment le bord de mer, on partira du bord de mer, donc il y aura quand même des points communs. Ça a l'air d'être assez technique quand même sur sa première partie, comme lors de ce contre-la-montre de la Vuelta qui s'était déroulé de nuit. Donc il faudra faire attention, il y aura pas mal de changements de direction, donc pas mal de virages à angle droit. Je pense sur la deuxième partie, par contre, ça sera un peu moins technique pour aller récupérer tout le parc olympique dans la fin de journée. Règlement, par contre, qui sera le règlement Paris-Nice, c'est-à-dire que les temps individuels seront pris sur chaque coureur. Donc c'est un contre-la-montre par équipe, certes, mais on ne prendra pas le temps sur le 4e coureur ou le 5e coureur, ça dépend des règlements. On prendra le temps seulement. Enfin, chacun aura son temps individualisé. Donc il faudra catapulter les leaders dans la montée finale. Ça sera ça le réel objectif de la plupart des coureurs. Donc normalement, le maillot jaune devrait être un leader. Il y a de grandes chances que ça soit un leader du classement général à la fin de cette première étape. Le lendemain, on part de Tarragone pour aller à Tarragona pour aller à Barcelone. Début de journée, vous voyez, assez plat sur les 90 premiers kilomètres. Et puis ensuite, eh bien, on aura cette fameuse côte de Bergues, 6 km 3 à 5,9 de moyenne.
Et après, derrière, eh bien, ça sera pas plat sur le final avec Montjuic. Voilà, que l'on prendra à 3 reprises. Hein. On aura un circuit autour de Barcelone, ce qui est hyper original. Donc voilà, la côte de Bergues, El Pla del Pelag, qui techniquement pour le moment n'est pas au classement de la montagne, mais ça pourrait changer d'ici le départ de la course. Et puis la côte de Santa Cruz de l'Ordona, 4 km 7, arrivé ensuite par Barcelone, circuit autour de Montjuic. Pourquoi je dis c'est hyper original? Parce que ça s'appelle juste le Tour de Catalogne, et qu'on voit ça chaque année le dernier dimanche du Tour de Catalogne. Donc ça ressemble quand même comme deux gouttes d'eau au Tour de Catalogne. Tiens, Tour de Catalogne, c'est ASO qui organise. Encore une fois, c'est dans les bons vieux pots qu'on fait les bonnes confitures, mais bon, si la confiture a des fruits pourris, t'auras beau avoir un vieux pot, c'est pas pour ça qu'elle sera bonne. Ça manque quand même cruellement d'originalité. Donc voilà, Montjuic, ce sera le circuit du Tour de Catalogne, hein, donc avec cette arrivée en bas de la descente, une descente très rapide du côté de Barcelone, et cette montée de Montjuic, qui est une montée qui est très dure, parce qu'avec pas mal de pourcentage, et surtout très peu large sur la fin, et il faudra faire attention à la sécurité, parce que s'il y a beaucoup de public, ça sera peut-être difficile à canaliser. Surtout que les carabinieri espagnols nous ont montré quand même pas mal d'incompétence lors du dernier Tour d'Espagne. Donc on peut avoir quand même des inquiétudes sur leur capacité à gérer le public, qui sera certainement en nombre, peut-être plus en nombre que lors du Tour de Catalogne sur cette dernière étape, parce que la fin de Montjuic, ça se resserre Montjuic. Ça, au départ, ça commence avec une largeur moyenne, et plus on monte, plus ça se rétrécit du côté de Barcelone dans cette montée en ville autour du parc olympique. On termine ce parcours espagnol par une dernière étape entre Granollers et les Angles. Alors je vous disais, étape dans les Pyrénées, certes, mais avec des montées qui sont quand même extrêmement roulantes. Je me dis que pour un leader du classement général, qui aurait récupéré le maillot le premier jour, c'est peut-être la bonne étape pour s'en débarrasser, parce que, par exemple, tu peux la donner à un coureur, imaginons un Lennart Kemna, qui va le garder peut-être jusque dans le Massif central, idéal pour pas avoir à contrôler une course. Donc c'est peut-être l'étape idéale pour libérer un maillot. Donc on traversera la frontière, hein, comme d'habitude. J'ai envie de dire, avec une côte en début de journée de San Feliu de Codines, 8 km 2 à 4,5 de moyenne. On sera très haut en altitude pendant toute cette étape, parce que vous voyez que même dans les portions, on va dire, de début de journée, on est quand même à 500 mètres, 600 mètres d'altitude. Et à partir de Robes de Frézère, donc quasiment sur les 90 derniers kilomètres, on descend pas en dessous des 1000 mètres d'altitude. Donc ça sera à prendre en compte, avec des longs plateaux au-delà de 1005. Donc c'est une étape où il y aura pas mal d'altitude, ce qui fait que si on est en difficulté dans le col de Tozes, où il y a quand même 4 km à 9%, ça peut vraiment vous mettre très très loin ensuite à l'arrivée. Il y aura derrière le col du Calvaire, mais qui n'a pas des gros pourcentages, 15 km à 4% de moyenne, et on finira donc par cette montée vers les Angles, les Anglaises, plutôt 1 km 7 à 7,6 de moyenne. Voilà, une étape où pour moi c'est vraiment l'idéal pour un leader, c'est de perdre le général, parce que je vois pas sur cette étape la possibilité de faire des écarts, où je pense que ça va quand même coûter de l'énergie de faire des écarts. Par contre, les coureurs qui auront un pic de forme un peu tardif, celle-là, elle peut faire mal. Voilà, parce qu'elle arrive quand même tôt. Mais je pense que ça sera dur de faire des écarts sur cette journée. Le lendemain, on a une étape du côté de Foix, étape numéro 4, Carcassonne-Foix. Carcassonne qu'on a souvent vu sur le Tour de France, avec qu'on commence à retomber un peu sur les mêmes villes, étapes et arrivées. Ville départ, pardon, et arrivée assez régulièrement. Une étape qui, pour moi, une moyenne montagne, une étape vallonnée, plus de 3000 mètres de dénivelé positif selon Pro Cycling Stats notamment, 182 km, étape très clairement Wout van Aert, ou Pedersen par exemple, ou des coureurs, Benelli aussi, un Quinn Simmons.
très clairement, c'est une étape pour des coureurs comme ça, parce que la dernière côte, elle est quand même à 40 bornes de l'arrivée. Donc je me dis, un Pogačar, par exemple, c'est quand même loin de l'arrivée, on sera seulement le 4e jour de course, c'est peut-être un peu tôt quand même pour lancer les grosses hostilités. Pour les sprinteurs, c'est trop. Les purs sprinteurs, c'est trop dur. Un Merlier, un Milan, ils vont pas passer 3000 mètres de dénivelé positif. Donc, pourquoi pas des Wout van Aert, des coureurs de ce profil-là. Après, il faut qu'ils aient aussi carte blanche. Van Aert, s'il est au départ, ça veut dire qu'il est aussi obligé de travailler pour Vingegaard, donc ça sera peut-être pas forcément le cas. D'une étape donc qui commencera par l'enchaînement col de Ville-Rouge. Alors 8 km à 3% de moyenne, col de Bedos, 3 km 4 à 4,3. On enchaînera ensuite avec le col de Paradis. C'est surtout à partir de Quillan que ça sera dur, avec la première difficulté, le col de Coudon, juste après Quillan, qui sera à environ 80 bornes de l'arrivée, 10 km 7 à 5,5 de moyenne, et surtout après ce col de Coudon, qui est quand même une montée assez longue, eh bien, on est sur un long plateau pendant une bonne vingtaine de kilomètres. Vous voyez, entre le col de Coudon et ici, parce qu'il n'y a pas vraiment de commune. Et là, c'est un long plateau, faut voir s'il s'est dégagé, mais ça peut être intéressant selon le vent. On redescend vers Bélesta, et puis après le col de Montségur, donc à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée, 5 km 6,8 de moyenne, avec des bons pourcentages, et puis ensuite c'est une longue descente vers le Valanais. Il y aura encore quelques faux plats montants, mais plus vraiment de grosses difficultés avant d'arriver à Foix. Mais je vois pas les sprinteurs, la majorité des sprinteurs passer une étape comme celle-là, donc pour moi, c'est les baroudeurs. Par contre, ça ne veut pas dire qu'un coureur rapide arrivera à s'imposer du côté des baroudeurs, parce qu'ensuite, il faudra jouer avec la pancarte. Donc ça sera peut-être stratégique du côté de cette journée. Ou sinon, ça sera Tim Willems. Lannemezan vers Pau. Là encore, techniquement, c'est marqué, je crois, étape pour sprinter, celle-là. On peut en douter quand même, hein, sur cette journée. On aura quand même 1880 mètres de dénivelé positif et surtout des bosses avant d'arriver sur Pau. Un enchaînement de difficultés, vous voyez, 3 difficultés quasiment qui s'enchaînent. Ces 3 difficultés, elles sont dans les 30 derniers kilomètres. Côte de Casted-Doat, côte de Flancard, côte de Balech. La côte de Balech, elle est à 25 de l'arrivée. Donc c'est court, en sachant que vous voyez qu'également à Morlas, il y aura une difficulté juste après. Je pense qu'on aura du mal à avoir tous les sprinteurs à l'arrivée. Et ça va peut-être pas mal attaquer sur cette arrivée du côté de Pau. Pau, plaque tournante du Tour de France, la ville du Tour de France, avec le parc du Tour de France, l'ancienne ville d'un premier ministre assez éphémère, François Bayrou, Lannemezan, donc pour arriver du côté de cette étape en passant par Mirande, par Marciac. Et 158 km, ce qui est aussi assez court, ce qui fait que vraiment ces côtes dans le final, il faudra s'en méfier de ce passage-là, qui peut être très dangereux, et je vois pas forcément un sprint ce jour-là du côté de Pau où il manquera peut-être des sprinteurs. Le lendemain, deuxième étape pyrénéenne et la dernière entre Pau et Gavarnie-Gèdre. Voilà, on y reviendra dans mon avis, mais que dire sur cette étape? Tiens, on part de Pau pour aller à Lourdes, pour aller au col d'Aspin, en passant par Arroux. Oh là là, c'est vraiment inédit. J'ai l'impression que je joue mal. Ça fait 3 ans qu'on fait la même étape. En gros, hein, c'est la 3e fois d'affilée qu'on a le même départ du côté de Pau, qu'on a 100 km de plat, ensuite Aspin, Tourmalet, et la seule différence, c'est la colle finale. Mais en plus, je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur tête. Est-ce qu'ils se sont dit, tiens, en mettant une montée peu pentue dans le final, on va donc déclencher les hostilités dès le col du Tourmalet? Ou est-ce que, encore une fois, dans leur idée de garder le suspense jusqu'au bout, ils se sont dit, tiens, on va faire une arrivée chiante? Mais là, alors déjà, ils ont réussi à trouver 2 côtes en début de parcours. Donc voilà, peut-être en passant par un petit détour de route, la côte du Loucrou et la côte de Mauvezin.
ou soit c'est juste des côtes qu'ils ont inventées et qui n'existaient pas auparavant, qui n'étaient pas considérées comme des côtes au classement de la montagne, mais vraiment c'est le même départ que d'habitude, c'est-à-dire Pau, Lourdes, Haro. Donc ça commence à être extrêmement répétitif. Col d'Aspin, col du Tourmalet, mais je me demande quand même pourquoi on a mis cette montée vers Gavarnie-Gèdre, 18 km à 3%. C'est comme Isola 2000, quoi. C'est comme Tignes, c'est trop roulant aujourd'hui dans le cyclisme moderne, avec les vélos modernes, l'aspiration, il se passera rien. Donc, soit c'est pour obliger les coureurs à déclencher dès le col du Tourmalet, mais si tu déclenches dès le col du Tourmalet et que tu arrives à lâcher tout le monde, imaginons Pogacar part dès le col du Tourmalet et qu'il lâche tout le monde, bah ton objectif de garder le suspense jusqu'en 3e semaine, il s'éteint parce qu'il récupérera peut-être 1 minute 30 ce jour-là et il tuera complètement le suspense. Et est-ce que tu t'attends vraiment à ce qu'il se passe quelque chose dans le Tourmalet aussi loin de l'arrivée dès le 6e jour de course? Ou est-ce que c'est une étape pour baroudeur? Je sais pas, mais surpris quand même du concept de cette étape. Pour moi, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne, et je me demande quand même pourquoi on n'a pas fait une étape dans le Pays Basque. C'est-à-dire, au lieu de faire Pau, Lourdes, Haro comme d'habitude, pourquoi on n'est pas parti dans l'autre sens, côté mer, plutôt vers Biarritz, et essayer de récupérer les petites côtes du Pays Basque français? Pour moi, ça aurait été beaucoup plus intéressant que ce truc-là. Mais comme d'habitude, avec Christian Prudhomme, hein, les Pyrénées en France, il aime bien les détruire. Hein. Vous savez que j'ai toujours une théorie. Pour moi, il avait une petite amie qui venait des Pyrénées. Elle l'a largué comme une merde. Et ensuite, voilà, il a décidé... Enfin, je sais pas, mais à un moment donné, comme je dis assez souvent, je me demande comment on peut faire un parcours aussi moyen. Très clairement, c'est très très moyen ce parcours. Bon. Mais il a dû se faire larguer un jour, hein, Christian Prudhomme, par une fille des Pyrénées, pour que chaque année, parce que quand même, sur les 20 Tours de France, je sais pas, 15-20 Tours de France faits par Christian Prudhomme, le nombre de fois où les Pyrénées ont été saccagées, au profit des Alpes, ou au profit du Massif central, ça arrivait quand même extrêmement souvent. Donc ça sera encore le cas cette année, avec cette étape, donc Gavarnie-Gèdre, en partant de Pau. Le lendemain, début des quarts d'heure sieste, Aguettemot, Bordeaux, bah pas grand chose à dire, hein, c'est tout plat. Il y aura on a quand même trouvé une côte, hein, la côte de Béguet, 1,6 km à 4,2 de moyenne, fallait vraiment faire un classement de la montagne. Il va pas se passer grand chose sur cette journée, on sait pas encore, quel sera, je lui mets un petit rototo, quel sera, où sera l'endroit du sprint intermédiaire, parce que ça peut changer peut-être un peu la donne, mais bon, pas des masses. Donc départ de Aguettemot, Mont-de-Marsan, Saint-Symphorien, Cadillac, La Trenne et Bordeaux. C'est le même sprint que la victoire de Philipsen, je crois. C'était il y a 2 ans, avec le sprint où Cavendish avait eu son saut de chaîne. C'est le même sprint. Voilà, donc il y a le long des quais, il n'y a pas de surprise du côté de cette étape de Bordeaux. Donc il faudra quand même se méfier du sprint, il n'y avait pas eu de chute il y a 2 ans, sauf que ça reste quand même assez étroit dans son approche, si c'est la même approche qu'il y a 2 ans. Et surtout, il faut faire attention, c'est que ça avait été un sprint d'attente il y a 2 ans. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était revenu énormément de l'arrière. Cavendish avait surpris un petit peu tout le monde parce que tout le monde s'était regardé. Il faudra voir si ça fera la même chose du côté de Bordeaux. Mais là encore, hein, on se dit du côté de l'étape de Bordeaux, tiens, on n'aurait pas pu faire un petit détour par le vignoble. Ça aurait rajouté quoi, 30-40 km, mais ça aurait peut-être un petit peu amené de difficultés sur la fin et un petit peu d'intérêt à cette étape. Le lendemain, c'est pas beaucoup mieux, Périgueux-Bergerac, les Landes, notamment, bon bah c'est très plat. Hein. 182 km avec la côte de Buisson-Cadouin.
Enfin, 2 étapes pour sprinter. On pourrait se dire quand même aussi, ça arrivera tard. Hein. Étape 7, étape 8, il faudra quasiment attendre une semaine pour avoir un sprint massif. C'est quand même pas un Tour de France pour sprinter. Et puis le lendemain de l'étape de Bergerac, bien ça sera la dernière étape avant la journée de repos. Malmort-Ussel, une vraie journée casse-pattes, une vraie journée difficile, une véritable journée qui peut vraiment coûter très cher à des coureurs, surtout des jours de canicule. Voilà, c'est pas des longues montées, mais il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. La côte des Gardes, le Mont Bessou, la côte de la Croix-du-Pay, si on part par la fin, le Succomet, le Puy de la Chaux, la côte des Naves, la côte de Miel, la côte de Lac-des-Gioles et le Puy-Boubou, qui est la côte préférée de sa mère et de Le Caplin. Mais ça sera un enchaînement de difficultés, un enchaînement de boss. L'étape 9, je sais pas quel sera le dénivelé positif de cette journée. De l'étape 9, je vous dis ça tout de suite. 2500 mètres de dénivelé positif, ça paraissait plus dur. Mais une vraie étape pour baroudeur. La veille de la journée de repos, ça peut être une étape pour baroudeur. De l'autre côté, quand même, si t'es leader et que t'es en méforme, ça peut être une très, très, très longue journée. Il faudra voir également la largeur des routes, parce que ça peut être très étroit, avec du goudron de mauvaise qualité. Donc ça peut être aussi une journée où le rendement peut être très mauvais. On passera par Tulle aussi, la ville, on va dire la région de François Hollande, désormais en tant que député. Et donc ça est arrivé à Ussel, 185 km. Un final par contre assez plat, hein. On voit dans les 15-20 derniers kilomètres après le Mont Bessou, certes il y aura la côte des Gardes, mais c'est pas très haut en pourcentage la côte des Gardes, donc ça sera assez plat jusqu'à l'arrivée. Mais je me dis quand même qu'on aura du mal à avoir un sprint massif du côté de cette journée à Ussel, et ça pourrait être intéressant pour des baroudeurs. Ça sera l'étape du dimanche, parce que c'est vrai que cette année, encore des sprints vendredi, samedi. Voilà, pas forcément les étapes les plus intéressantes qui auront lieu le week-end. Début de la deuxième semaine entre Aurillac et le Lioran. Le Lioran qu'on a déjà vu il y a quelques temps aussi. Pas de grands changements au final par rapport à l'étape qu'on avait eue il y a 2 ans. Ça ressemble beaucoup à l'étape d'il y a 2 ans. Notamment l'enchaînement Puy-Marie, Pertus, Lioran, qui était le même. Je sais plus s'il y avait le col d'Entremont. Et un départ qui était aussi... Alors c'était un peu plus haut qu'Aurillac, je crois, parce que l'étape était plus longue. Elle faisait pas 167, à l'époque elle faisait 220, c'était la plus longue étape du Tour de France. Mais ça ressemble énormément à cette étape remportée par Pogačar face à Vingegaard. Sauf que si tu nous refais un remake tous les 2 ans des mêmes lieux de départ et des mêmes lieux d'arrivée, ça commence à être relou. Mais ça ressemble beaucoup à cette étape-là, à part que la première partie qui a été très plate, où les échappés n'avaient jamais réussi à sortir, au final quasiment, était plus longue. Là encore, une journée très casse-pattes, un lendemain de journée de repos, donc avec une remise en route qui peut être compliquée pour les coureurs. Là, il faudra être réveillé très vite parce que ça durera 1h15 avant la côte de Peyerol. Et ensuite, ça s'enchaîne à partir du kilomètre 85. Toute la deuxième partie de l'étape, ça ne fera que monter et descendre quasiment. Le col de la Griffou, le col de Prat-de-Bouc, le col d'Entremont, puis Marie, Pertus, Lioran. Donc ça va vraiment pas arrêter de monter et de descendre pendant 80 km, donc pendant un peu plus de 2 heures sur la deuxième partie d'étape. Donc il faudra pas être dans un jour sans, il faudra pas avoir des difficultés un lendemain de jour de repos, parce que cette étape-là, elle peut déjà faire des écarts du côté du classement général. On ira ensuite sur 2 étapes très plates, Vichy-Nevers. On arrivera par une étape entre Vichy et Nevers.
Alors, moi, je sais... Alors, faut savoir que je suis pas très loin hein, de Nevers. Je sais pas si j'irai à l'arrivée de cette étape ou si j'irai au départ le lendemain. Peut-être plus intéressant du côté de Manicourt. Et puis, est-ce que j'aurai les capacités de me déplacer, de m'y rendre? Parce que c'est vrai que quelques années quand même que je suis pas allé sur le Tour de France directement en tant que spectateur et que j'avais raté l'étape de Vierzon. Notamment le départ de Vierzon, parce que j'étais pas chez moi à ce moment-là. Est-ce que j'arriverai à voir cette étape-là? Ça, c'est la grande interrogation. Vichy-Nevers, c'est plat, mais c'est court. Enfin, court, c'est 161 km. On passera par Moulins. Alors, on part de Vichy, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Moulins. On se croirait sur un National 7 presque, 5%, enfin ça doit être la 9, je sais plus, qui est dans ce coin-là. C'est la route pour aller à Clermont. Ceux qui ont déjà, si tu vas de Nevers à Clermont, tu passes par Saint-Pourçain-sur-Sioule et Moulins. Ensuite, petit détour pour aller récupérer Decize. Decize, c'est très joli. Pour ceux qui n'ont jamais été à Decize, c'est très joli. Et puis ensuite, donc la côte de Billy-Chevannes. On passera par Guérigny. Et on finira à Nevers. Dans Nevers. Parce que je rappelle que le lendemain, on part de Nevers-Manicourt, mais Nevers-Manicourt, en fait, c'est au sud. C'est pas du tout dans Nevers, hein, le circuit de Manicourt. C'est à 20 minutes. Hein. Donc là, on arrivera vraiment dans Nevers, mais pas l'arrivée qu'on avait eue une année sur Paris-Nice avec une arrivée en bosse. Là, ça sera une arrivée très plate du côté de cette étape. Le lendemain, donc, on part de Nevers-Manicourt comme le contre-la-montre par équipe du Tour de France, de Paris-Nice cette année, en 2025, pour aller à Chalon-sur-Saône. Début d'étape extrêmement plat. On repassera par Decize, les doublons magiques de ce Tour de France. Il y en a beaucoup, hein. Celui-là, je l'avais roté, Decize. Mais il y en a beaucoup. C'est vrai qu'il n'y a pas suffisamment de villes en France pour être obligé d'y passer 2 fois à chaque fois. Ça nous rappelle le nord de la France. L'an dernier, on était passé 2 fois par Béthune, notamment. Enfin, en 2025, pardon. Du côté de cette étape, bah, c'est là aussi extrêmement plat, à part l'enchaînement après Montsolimine, on aura la côte de Montchanin-le-Haut et la côte de Montagny-les-Buxy, 2 km 6 à 3,9 de moyenne. Faudra faire attention, hein, dans la Nièvre, et notamment dans ce coin-là, dans la Nièvre, quand on va dans le Morvan, les routes sont vraiment pas terribles en termes de rendement. La Nièvre a une particularité, je pense. Alors, ça a un peu changé depuis quelques temps, mais il y a du goudron rouge. Et quand on a le goudron rouge, c'est un rendement qui est catastrophique. Mais vraiment, même avec une voiture, je l'avais déjà dit, mais quand vous êtes avec une voiture, vous êtes vraiment obligé d'accélérer assez fort pour tenir le 80 km/h. Donc c'est une horreur, ces routes-là, et c'est la direction du Morvan. Donc à partir de Decize, vraiment, il faudra faire attention à l'état des routes, qui sera peut-être pas exceptionnel. Voilà, en traversant une partie du Morvan, du côté de cette étape-là, pour aller à Chalon sur Saône. Même si on doit passer en dessous le Morvan. Parce qu'on passe à Mont-Solémine, ça doit être un peu en dessous, donc peut-être que les routes sont un peu en meilleur état. Mais voilà, Chalon-sur-Saône, du côté de cette étape, donc normalement un sprint, pas trop de soucis du côté de cette journée. Le lendemain, une étape intéressante, la plus longue étape de ce Tour de France, 205 km entre Dole et Belfort. Alors déjà, entre Chalon-sur-Saône et Dole, il y aura un transfert. Il y a assez peu de longs transferts hein, sur ce Tour de France. Par rapport à 2025, il y a l'étape entre les Pyrénées et le lendemain, le départ pour l'étape de Bordeaux, où il y a un petit temps de transfert. Il y a là Chalon-sur-Saône, Dole. Il y a aussi l'arrivée dans les Alpes, qui se fait aussi avec un petit transfert. Sinon, pour le reste, et encore, c'est une journée de repos, donc et c'est quand même moins long que Massif Central Toulouse, qu'on avait eu cette année en 2025, donc ils se sont un petit peu calmés. Là, c'est intéressant, dans cette étape, c'est les 2 bosses qui sont sur la fin de parcours pour essayer de contrecarrer les plans des sprinters. Donc le col des Croix,
qui sera au kilomètre 156, c'est-à-dire à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée, et surtout le ballon d'Alsace, et le ballon d'Alsace, il est kilomètre 174, donc à 30 kilomètres de l'arrivée. Malgré tout, ça aurait été quand même beaucoup mieux si ces deux difficultés-là, elles étaient arrivées après 200 kilomètres de course. C'est-à-dire que si on n'avait pas eu 205 kilomètres, mais plutôt 245, 250, le fait de mettre le ballon d'Alsace, donc si on n'était pas parti de Dole, mais qu'on était parti un petit peu plus proche de Chalon-sur-Saône, on aurait pu avoir ces difficultés-là au bout de 200 km de course, et là, le col des Croix, ballon d'Alsace, au bout de 200 km de course, c'est plus du tout la même chose. Et il y aurait eu des craquantes. Ça aurait été plus intéressant, me semble-t-il. Là, bon, alors certes, c'est l'étape la plus longue de ce Tour de France, mais 205 km, c'est un petit peu court pour avoir des craquantes liées à la distance de cette étape. C'est dommage. Le ballon d'Alsace, qu'on retrouve le lendemain, nouveau doublon, mais sans le col de la Croix. On change de montée, mais le ballon d'Alsace que vous retrouvez lors de cette étape, la fameuse étape du Markstein, qui est peut-être la seule bonne idée de ce Tour de France. Une étape assez courte, 156 km, des classiques de la région, Grand Ballon, Ballon d'Alsace, le col de Page, mais les classiques des fois ça fait du bien. Et puis certes le Markstein on l'avait vu sur le Tour de France femmes, mais ça fait quand même depuis quelques temps qu'on n'avait pas utilisé cette région du côté du Tour de France hommes, me semble-t-il, parce qu'on avait toujours tendance à aller faire la super planche des belles filles, qui n'est pas encore au menu de ce Tour de France 2025. C'est-à-dire qu'il y a une époque où ça a été vraiment la montée des années 2010, la super planche des belles filles. Ça fait quand même depuis quelques temps où la super planche, elle a disparu. Là, on aurait pu la remettre, pourquoi pas cette année. Donc l'enchaînement grand ballon, donc en début de journée, après une quinzaine de kilomètres de course, donc ça va faire mal, le grand ballon. La descente, par le Markstein, donc on passera une fois sur la ligne d'arrivée, mais dans l'autre sens. On arrive à Croûte, col de Page, très compliqué le col de Page sur la fin. Vous voyez, 1,5 km à 8,6 de moyenne et 9,5 km de montée en tout. Le ballon d'Alsace, qu'on aura déjà pris la veille, 9 km à 6,8. Et puis ensuite, l'enchaînement Hunsdruck et le col du Schrim. Donc Schrim, Hunsdruck. Donc les deux côtes à 5% de moyenne, donc ça fait presque 10 km en fait, on va dire, de montée. Et puis ensuite, donc le Markstein, qui est le col du Hag, mais voilà, l'arrivée au Markstein, donc le col du Hag, très irrégulier, c'est très dur le Markstein, très très dur, il y a des gros pourcentages dans le Markstein, c'est vraiment pas simple, et puis, dans ce col du Hag, et puis donc le Markstein, après 5-6 km de plat, on peut faire des gros écarts sur cette étape, hein, parce que si vous craquez très vite dans le Markstein, les 6 km, 6-7 km de plat après le sommet de la difficulté, ils font extrêmement mal. C'est très dur de remettre du braquet. Cette étape-là, elle peut déjà nous tuer le Tour de France, potentiellement. Journée de repos, le lendemain. Non, pas encore journée de repos. Je dis une bêtise. Le lendemain, on part de Champagnole pour aller au plateau de Solaison. Plateau de Solaison qu'on a vu sur d'autres courses. Une étape, je sais pas trop quoi en penser. Pour moi, ça sera peut-être une étape de baroudeur. Certes, on a le plateau de Solaison, mais ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop du côté de cette étape. Elle arrive en fin de deuxième semaine. Il y aura peut-être un petit peu de la fatigue. L'étape de la veille aura peut-être fait des gros écarts. Donc, aura peut-être tué un petit peu le moral de certains coureurs. Donc je sais pas si on aura des... Et puis une échappée peut prendre de l'avance parce que en gros, avant le col de la Croisette, donc au kilomètre 136,
bah, c'est des petites bosses, quoi. Donc, il y aura pas forcément un gros tempo. Ça va surtout être peut-être un travail de sap. Et bon, l'étape de la veille est plus intéressante pour les leaders. Donc, ça peut permettre aux baroudeurs de prendre pas mal d'avance. Certes, ensuite, pour les leaders du classement général, on a le col de la Croisette, le col de la Moussière, mais qui arrive quand même encore avec 30 km de plat avant le plateau de Solaison, donc il y a encore une grosse phase de transition. Après le plateau de Solaison, on peut faire des différences, même si c'est pas la côte la plus impressionnante de France. 11 km 600 à 9%, enfin 8-9 de moyenne, du côté du plateau de Solaison. Voilà. Mais je sais pas trop quoi en penser, voilà, de cette étape. Je sais pas s'il y aura des grosses différences du côté du classement général pour cette journée de compétition. Voilà. Ça m'intrigue un petit peu, voilà, cette étape, pour tout vous dire. Journée de repos et contre la montre. Le lendemain de la journée de repos. Autour d'Évian-les-Bains, Évian-les-Bains, Thonon-les-Bains. Dur comme chrono. 26 km. Il y aura la côte de la Ringe, 9 km 6 à 4,2 de moyenne. Donc vous voyez, les 9 premiers kilomètres, en fait, tout simplement, sont en montée. Et ensuite, la deuxième partie de jour de contre-la-montre est beaucoup plus en descente. Vous le voyez, à partir du côte de Laringe vers Pont de la Douceur. Et sur la dernière partie, c'est très plat. Il va falloir réfléchir au vélo. Parce que 4% de moyenne, c'est pas extrêmement compliqué. Par contre, la deuxième partie, c'est vraiment tout plat. Et c'est vrai que sur le choix de vélo, ça va pas être simple. Est-ce qu'on change de vélo au sommet de la côte en sachant que c'est du 4%, c'est quand même pas non plus une montée infernale, mais avec un vélo de montagne, on est quand même un peu plus à l'aise. Mais le changement de vélo, il coûte du temps. C'est un contre-la-montre qui reste assez court, 26 km. Donc ça sera, je dirais, 35 minutes, quelque chose comme ça en termes de temps d'effort. C'est une vraie réflexion à avoir du côté des coureurs sur cette journée. Pour moi, c'est un vrai défi, ce contre-la-montre, pour les leaders du général. Après, pour les autres, beaucoup moins. Et faudra voir au niveau des délais, mais je pense que comme d'habitude, beaucoup de coureurs vont pas le faire à 100%. Mais il y a un vrai défi, c'est de savoir le matériel utilisé. Pour moi, le changement de vélo, je pense, coûte trop de temps. Donc moi, je pense qu'il faut plutôt prendre roue à rayon. Et puis après, il faudra faire attention. La descente, je ne la connais pas. Est-ce qu'elle est technique ou pas? Parce qu'avec des vélos de contre-la-montre, ça peut être compliqué des descentes. La dernière partie est vraiment pour les vélos classiques, hein, et ça fait quand même 10 km. Il y a quand même 10 km de plat sur ce chrono. Donc, et puis ça va être intéressant quand même sur ce chrono, ça sera les temps intermédiaires. Si on nous les donnera du côté de la réalisation et si on n'utilise pas le suspense avec des points, on va dire, enfin des points à la volée, on va dire, si on nous laisse que le temps intermédiaire, parce que s'il y a qu'un temps intermédiaire à la Ringe, et ensuite genre au pont de la Douceur, ça peut nous laisser un gros suspense jusqu'à Thonon-les-Bains pour savoir qui peut s'imposer sur ce chrono. Malgré tout, le problème de ce chrono, c'est qu'on sait très bien que 90% du peloton ne le fera pas à fond, vu que les délais, en plus, je pense, ne seront pas horribles pour les coureurs. Et ça, c'est un petit peu le problème de ces contre-la-montre individuels désormais. Le lendemain, Chambéry-Voiron. Là aussi marqué comme étape pour sprinter, cette étape entre Chambéry et Voiron. Certes, on aura le col des Prés en début de journée. Alors certes, il est marqué à 3,5 km à 6,6 de moyenne, mais ça grimpe quand même dès le kilomètre 40. Donc ça grimpe quand même pendant une quinzaine de kilomètres. Passage à Chambéry, repassage par Chambéry. Col de Couze, 8 km 6 à 2,8 de moyenne. Et puis ensuite, pont de Beauvoisin, l'Isère, très connu pont de Beauvoisin. Charavine, le Grand Lent. Et Voiron, avec une bosse quand même, avant d'arriver à Voiron, 2 km 5 à 3,5 de moyenne. Alors c'est pas une bosse infaisable, mais pour les sprinteurs qui ne se seront pas exprimés depuis peut-être Belfort
mais peut-être la veille, Chalon-sur-Saône, il y aura peut-être un manque de repères sur cette étape-là, en sachant que potentiellement pour les sprinteurs, c'est la dernière opportunité. Même si il y a du changement sur l'étape des Champs-Élysées, on en reparlera un petit peu quand même de cette étape des Champs-Élysées quand on va l'analyser, l'étape entre Trois-Ries et les Champs-Élysées. Le lendemain, Voiron, Orsières-Merlette, baroudeur. Baroudeur parce que c'est la veille de l'Alpe d'Huez, la première étape de l'Alpe d'Huez. C'est la veille de 2 étapes qui vont être dures parce que on aura l'Alpe d'Huez et le lendemain le deuxième Alpe d'Huez, mais avec quasiment 5600 mètres de dénivelé positif. C'est une étape qui, dans la deuxième partie de journée, n'est pas très dure. Bon, déjà la première partie d'étape, on va dire, il y a 4-5 côtes sur la première moitié. Mais ensuite, les 70 derniers kilomètres, à part Orsières-Merlette, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Orsières-Merlette, c'est que 7 kilomètres, la veille de 2 étapes compliquées, le lendemain d'un contre-la-montre qui aura peut-être fait mal aussi au moral de certains coureurs, je me dis que c'est l'étape idéale pour les baroudeurs, quoi. Et je suis pas sûr qu'on aura un énorme spectacle du côté de cette étape entre Voiron et Orsières-Merlette. On a du mal à comprendre même ce qu'elle fout là, cette étape, très clairement. On a un petit peu du mal à comprendre. Le lendemain, les Alpes. Vraiment. Avec l'Alpe d'Huez. Sur une étape courte, même si on a eu parfois plus court du côté de l'Alpe d'Huez, demandez à Thomas Vauclair, le jour où il perd son maillot jaune, c'était 110 km. En partant de Gap, donc quand on part de Gap, pas d'originalité non plus, on arrive par le col Bayard, 5 km 5 à 6,8 de moyenne d'entrée, donc il faudra bien s'échauffer du côté des coureurs, enchaînement avec le col du Noyer, 7 km 3 à 8% de moyenne, et puis ensuite une énorme phase de transition. Pour arriver à Champérier, on va avoir quasiment 60 bornes où il se passera rien. De vallée, on peut même pas appeler ça véritablement de la vallée. Avant Champérier, qui sera le pied du col d'Ornon. 5 km 6 à 6,2 de moyenne. Mais le col d'Ornon, qui pour moi ne sert pas à grand chose par rapport à l'Alpe d'Huez. C'est-à-dire que l'Alpe d'Huez fait partie de ces montées, pour moi, qui se suffisent à elles-mêmes. Il n'y a pas besoin de rajouter des difficultés avant, c'est suffisamment dur l'Alpe d'Huez pour pas être obligé de rajouter, surtout une côte comme ça de deuxième catégorie, comme le col d'Ornon. Encore, si c'est des montées plus dures des Alpes, je dis pourquoi pas. Mais là, en gros, le col d'Ornon, pour moi, il apportera rien. Il va pas créer de la difficulté, il va pas créer de la fatigue, il va être escamoté ce col. On aurait mieux fait, en gros, de faire tout plat, Alpe d'Huez, bim bam boum, si c'était pour faire comme ça. L'Alpe d'Huez, on le connaît, les 21 virages, 13 km 9, 8% de moyenne, vous faites pas avoir par les 8% de moyenne, c'est plus dur dans la réalité l'Alpe d'Huez. Je rappelle, les 21 virages sont à plat, c'est 0% les virages. Ils sont pas en plante, ils sont pas en banking, ils sont vraiment à plat les virages. Donc, en gros, c'est un enchaînement de rampes. Donc, la réalité, c'est qu'il y a un peu plus de pourcentage que 8% de moyenne, parce que toutes les phases de plat, vous les décomptez, en gros, les pentes sont beaucoup plus dures. Et en sachant que l'Alpe d'Huez, ce dernier kilomètre et demi, est peu difficile. Il y a une dernière rampe qui est très dure, là où il était parti Pierre Rolland à l'époque, mais la toute fin est peu difficile du côté de l'Alpe d'Huez. Donc, en réalité, c'est plus compliqué que ça. Bien entendu, toujours beaucoup de public aussi. Après, est-ce que ça arrive pas un peu tard? Ça, c'est quand même la question qu'on peut se poser. Le lendemain, l'étape reine de ce Tour de France, normalement, même si pour moi l'étape reine, c'est presque plus l'étape du Markstein. Pour vous dire dans la réalité. Cette étape de l'Alpe d'Huez numéro 2, alors, il nous mettait 5600 mètres, je sais plus, il nous mettait beaucoup de dénivelé positif, et j'ai plus le dénivelé positif, là, sur... je sais plus si je l'ai sur le parcours du Tour, parce qu'ils ont peut-être changé au final. Mais en gros, il nous disait que c'était l'étape reine. Une étape très dure.
5600 mètres, voilà, de dénivelé positif. Je trouve quand même que sur la carte, ça fait moins impressionnant que ça. Elle arrive tard, cette étape, elle arrive trop tard pour moi. Certes, on arrive une deuxième fois à l'Alpe d'Huez, mais pas du tout par les 21 virages, faut pas se leurrer. 172 km, col de la Croix de Fer, en tout début de journée, l'enchaînement Télégraphe-Galibier, le Télégraphe qu'on a souvent vu avant l'Alpe d'Huez dans sa version classique. Col du Galibier qui sera le sommet de ce Tour de France 2026, 2631 mètres de dénivelé, d'altitude, pardon, je vais y arriver, le col de la Croix de Fer 2000 mètres. Et ensuite, le final, pour moi, on aurait pu s'arrêter au col de Sarenne. Je vois pas pourquoi on va jusqu'à l'Alpe d'Huez. Pour moi, ces 15 km-là n'apportent rien. Pour moi, il fallait s'arrêter au col de Sarenne. Voilà. Col de Sarenne, c'est suffisamment dur, c'est suffisamment irrégulier pour pas être obligé d'aller une deuxième fois à l'Alpe d'Huez. Ce deuxième passage à l'Alpe d'Huez n'apportera rien sur la dernière partie et peut même tuer un peu la course. Parce que je me dis, bon, il faut quand même oser partir dans le col de Sarenne et faire 15-20 km en solitaire jusqu'à l'arrivée à l'Alpe d'Huez. Et la veille de l'arrivée à Paris, je suis pas sûr que tout le monde le fera. Il faudra faire attention au niveau des délais. C'est 172 km, mais avec 5600 mètres de dénivelé positif, il y a peut-être des coureurs qui vont trouver ça un petit peu insurmontable. Et puis voilà, sinon, pas grand-chose d'autre à dire, que c'est dur, mais que ça arrive trop tard pour moi dans le parcours de ce Tour de France. Et puis on finit par la dernière étape. Thoiry, Paris-Champs-Élysées, encore une fois, on part des Yvelines du 78 pour entrer dans Paris, donc pas vraiment de surprise dans la manière dont on va arriver sur Paris. Encore une fois, on ira à Versailles. Encore une fois, Franck Ferrand en fera des tonnes sur Versailles. On passera par la côte du Pavé des Gardes, donc quasiment ici les Moulineaux. Entrée par Paris, par le département du 92, et puis ensuite 3 boucles classiques pour démarrer, donc ancienne génération, on va dire. Donc on contourne l'Arc de Triomphe pour arriver rue de Rivoli, voilà, de l'autre côté. Et puis ensuite, c'est là où ça change. On passe toujours par la butte Montmartre. La différence, c'est qu'on n'arrive pas sur la butte Montmartre on n'arrive surtout pas sur le circuit des Champs-Élysées de la même manière. C'est-à-dire que vous vous souvenez que l'an dernier, on était parti, en gros, juste après rue de Rivoli, on bifurquait sur la droite et on arrivait par Montmartre. Là, j'ai l'impression qu'au niveau du parcours, c'est par l'Arc de Triomphe qu'on va aller sur ce circuit de Montmartre. Donc on fera un aller-retour là, on fera 3 tours de Montmartre. Particularité par contre, on quitte le circuit de Montmartre, mais on aura encore 7 km pour rejoindre la ligne droite des Champs-Élysées. Ce qui est beaucoup plus qu'avec le circuit de 2025. C'est ce que j'avais un peu reproché au circuit de 2025, c'est que pour moi, pour les sprinteurs, il n'y avait vraiment aucune chance. Là, ça peut permettre aux sprinteurs, vous voyez, de se réorganiser parce qu'il y aura, après la côte de Montmartre, en gros, vous avez encore 17 km à parcourir. Ce qui laisse un peu plus de temps pour un peloton de se réorganiser, pour des sprinteurs de se réorganiser. Malgré tout, moi j'aurais aimé qu'on alterne une année Montmartre, une année le circuit classique des Champs-Élysées, qui est une alternance, parce que là je me dis quand même que vu déjà le peu d'opportunités pour sprinter qu'on aura sur les 3 semaines de course, je suis pas sûr que beaucoup de coureurs aient encore la motivation pour cette dernière étape, et puis toujours faire attention s'il pleut, qu'on sera obligé de neutraliser les temps à l'entrée sur Paris, hein, quasiment, ça sera obligatoire pour des questions de sécurité. Et que ça fait encore une dernière étape longue quand même, hein, 130 km. Donc ça va être une longue procession jusqu'à Versailles, et ça va pas accélérer pendant 2 heures quasiment, hein. Donc ça aussi, il faut l'avoir en tête avec ce changement de
parcours. Mon avis sur ce Tour de France homme 2026. Dans les choses positives, dans les choses positives, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Pour moi, l'étape du Markstein, parce que c'est un coin de France qu'on a assez peu utilisé ces dernières années, donc ça apporte un petit peu de rafraîchissement. Ça reste une étape qui est plutôt bien construite. Dommage le ballon, mais en fait c'est surtout d'utiliser la veille, il y aura peut-être une autre côte à utiliser. Mais voilà, seul dommage, c'est le ballon d'Alsace, on va dire, qui est utilisé 2 fois d'affilée. Mais sinon, je trouve que c'est une belle étape, et on avait vu chez les filles que ça avait fait du spectacle d'avoir une étape assez similaire. Donc je trouve que cette journée-là est plutôt bien réussie. Le retour du contre-la-montre par équipe, pas du format, au niveau du format Paris-Nice, ça j'y reviendrai, mais le retour du chrono, je trouve que par équipe, ça change. Aussi, ça apporte un peu de nouveauté. Il y a quelques étapes sur le parcours, je dirais, bon, encore une fois, le Massif central, surtout bon, l'étape du Lioran, même si je trouve que c'est quand même une redite d'il y a quelques années. Mais je dirais que l'étape du Lioran peut être intéressante. Il y a aussi l'étape de Foix-Carcassonne. Bon voilà, même si ça arrive un peu trop tôt dans la course. Sinon après, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas. Et on va le voir tout de suite. Bon déjà la première chose c'est que c'est encore un départ depuis l'étranger. Et que pour moi ça arrive trop souvent. Aujourd'hui, il y a une époque c'était on va dire tous les 3 ans. Voilà, maintenant c'est chaque année un départ depuis l'étranger. Donc quasiment. Et je trouve surtout qu'on a à la fois le Tour de France femmes et le Tour de France hommes qui partent de l'étranger. Pour moi, j'aimerais bien que quand les garçons partent de l'étranger, les filles partent de France, et inversement. Qu'on ait une sorte d'alternance aussi entre les deux épreuves, parce que là, pour moi, c'est beaucoup trop de départ depuis l'étranger. Ça s'est vraiment accéléré ces dernières années. En Espagne, on a déjà fait le Pays Basque, ça fait quand même 2 en très peu de temps, au final, du côté de l'Espagne. Donc ça m'énerve un petit peu. En plus, je trouve que ASO récompense l'Espagne. Or, la Vuelta, qui a quand même été un merdier sans nom, et notamment un merdier sans nom avec une police qui n'a pas été performante, avec un gouvernement espagnol qui n'a pas aidé ASO, je trouve que ce pays-là ne méritait peut-être pas d'être récompensé par un départ du Tour de France quelques semaines plus tard, parce que la Vuelta, c'est fini quand même dans un désastre pas possible, avec un manque quand même cruel de soutien de la part du gouvernement espagnol auprès des organisateurs qui, je rappelle, n'étaient pas responsables de la situation parce que Israël était invité d'office, c'était pas ASO qui avait invité Israël. Voilà, je trouve que c'est quand même un peu fort de café de ce côté-là, je trouve notamment pour l'image du cyclisme. Surtout que la situation avec Israël, avec cette formation-là, qui normalement ne devrait plus s'appeler Israël l'an prochain, on sait même pas comment elle va s'appeler, on sait pas trop comment ça va être, parce que est-ce que le public espagnol va dire il y a plus le nom Israël, donc en gros on considère que l'affaire est terminée, ce qui pour moi serait fort de café, surtout s'il y a toujours Sylvain Adam qui est à la tête de cette équipe, et on sait que Sylvain Adam est un proche de Netanyahou, donc c'était vraiment faire du bruit pour pas grand chose dans ce cas-là sur la Vuelta. Ou est-ce que, comme on considère qu'il y a toujours Sylvain Adam à la tête de l'équipe, on ne veut toujours pas de cette équipe au départ? Ce qui va nous donner, encore une fois, 3 jours extrêmement délicats, du côté de la Catalogne. Moi, voilà, il y a quand même... ça fait quand même beaucoup d'incertitudes, ce départ depuis Barcelone. Hein. Parce que Sylvain Adam a dit jusqu'à maintenant, je retire le nom Israël, mais si au final, Première Tech se barre, si Factor se barre,
Bon, il va dire, bah, je garde le nom Israël. Comment on fait dans ce cas-là, du côté d'ASO? Donc je trouve ça un petit peu fort de café, surtout qu'encore une fois, on a vu qu'en termes de sécurité, la police espagnole avait beaucoup de mal à gérer du public. Or, on va avoir 2 passages à Montjuïc, qui n'est pas l'endroit le plus large au monde, Montjuïc. Je me demande comment ça va se passer avec la police espagnole. Donc moi déjà, je trouve qu'on récompense un pays qui n'a absolument pas soutenu ASO sur une autre course et qui a mis quand même ASO dans une sacrée difficulté. Donc moi, ça me gêne. Juste pour des questions d'argent, hein, on va en Espagne. Et deuxièmement, bah oui, avec Israël et la sécurité du peloton, parce que moi je pense à la sécurité du peloton en général, je me dis qu'on peut se retrouver dans la même situation, et avoir un problème encore une fois avec le contre-la-montre par équipe, sauf que on va dire que sur la Vuelta, on a pu remettre du temps facilement, parce qu'on était sur l'ancien format du contre-la-montre par équipe. Sauf que là, si c'est un format où il faut catapulter le leader, il va falloir quand même se poser des interrogations sur comment on va être en capacité de remettre du temps au leader d'Israël, qui peut-être ce jour-là perdra du temps, parce qu'il aura été gêné par des supporters sur le bord de la route. Ça va être compliqué quand même, hein, cette affaire-là. Et moi, je me dis que s'il y a beaucoup de public à Montjuïc, même si on enlève le cas Israël, moi, j'ai pas confiance aujourd'hui à la police espagnole pour gérer la situation. Donc, je suis assez inquiet par ce départ à Barcelone. Deuxième point qui m'énerve, l'idée de faire un tour qui ressemble à un Giro. C'est totalement assumé de la part des organisateurs, pour une fois qu'ils assument quelque chose, c'est rare, de dire on voulait garder du suspense pour la 3e semaine. Alors déjà, pour moi, c'est raté. Parce que on a quand même beaucoup d'étapes, je trouve. Le Markstein n'est pas en 3e semaine, le Lioran n'est pas en 3e semaine, par exemple, où on peut faire des différences, où on peut faire des écarts. Imaginons Pogačar gagne le Lioran avec 30 secondes d'avance. Imaginons Pogačar ou Vingegaard font un très bon contre-la-montre par équipe le premier jour, avec 20 ou 30 secondes d'avance sur les autres leaders. Ça peut déjà faire la minute, à peu près sur tout le monde, et 30 secondes sur Vingegaard. Imaginons Pogačar garde au Markstein avec une 15, une 20 d'avance sur tout le monde, on est quasiment à 2 minutes. Le mec qui gagnera au Markstein, il a quand même de grandes chances de performer sur le contre-la-montre individuel. Bah en gros, les 2 étapes de l'Alpe d'Huez, tu peux avoir déjà un mec qui a 5 minutes d'avance sur tout le monde. Donc tes 2 étapes sur l'Alpe d'Huez, en gros, il se passera plus rien pour le général qui sera déjà décanté. Moi, en plus, ça me plaît pas parce que ça saccage les Pyrénées. Voilà. Très clairement, si c'était pour faire un Tour de France où on garde le suspense jusqu'en 3e semaine, on passait pas par les Pyrénées. Ça fait depuis des années qu'ASO rêve de faire un Tour de France sans les Pyrénées. Et ben, on allait en Corse, par exemple. En fin de première semaine, on passait par la Corse. Voilà. Et puis, deuxième semaine, on faisait un peu les Alpes, où on faisait un long transfert de la Corse vers le Massif central pour la 2e semaine, en avion. Mais on pouvait faire comme ça, hein. Si tu veux garder le suspense jusqu'au bout, là tu saccages les Pyrénées, parce que les 2 étapes dans les Pyrénées, enfin les 2 grosses étapes des Pyrénées, pour moi, c'est pas très intéressant. Et en plus, ton tour ne ressemble pas à un Giro potentiellement, parce qu'il y a vraiment des années où le Giro, on avait l'Etna au bout de 4 jours de course, et puis après, il fallait attendre le 3e dimanche presque, pour avoir un petit peu d'animation. Ce qui là n'est pas le cas du côté de ce Tour de France, parce qu'encore une fois, t'as l'étape du Lioran, t'as l'étape du Markstein, où on peut faire des différences et on peut faire des gros écarts sur ces étapes-là.
Donc, et en plus, on nous dit c'est un tour qui ressemble à un Giro, mais quand le Giro fait ça, la troisième semaine, c'est un enchaînement de cols. C'est vraiment un enchaînement d'étapes difficiles tous les jours. Ce qui n'est pas le cas là. Parce qu'on a quand même deux étapes sur cette troisième, enfin 3 étapes sur cette troisième semaine, parce qu'il y a l'étape des Champs-Élysées déjà, plus l'étape de Voiron et l'étape du lendemain de Voiron, qui ne sont pas extrêmement dures. Si tu veux faire ça, c'est pas de 2 jours, ça veut dire qu'il faut faire 4-5 jours très compliqués en troisième semaine. Là, ça ressemble vraiment à un Giro. Là, ils ont fait une sorte de bougli-bolga, Giro, Tour de France, on sait pas trop quoi faire, manque d'inspiration. Bon, bah, ça nous donne ce truc-là, mais avec une troisième semaine qui, au final, est dure, mais qui n'est pas non plus insurmontable, qui est surtout dure sur la fin, et avec une troisième semaine qui peut être vraiment inintéressante si Pogacar décide de tout défoncer dans le Durand et dans le Markstein. Et il y a l'opportunité de le faire. Deuxième chose, enfin, troisième élément qui me plaît pas d'idée neuve. Pas d'idée neuve. Foncièrement, les nouveaux cols, pour la plupart, ont déjà été utilisés dans d'autres courses d'ASO. Il y a même des villes-étapes qui ont déjà été utilisées par ASO, hein, je pense Nevers-Manicourt, mais voilà, qui a déjà été utilisé par Paris-Nice. Le format de contre-la-montre avec Montjuic, alors déjà, ça ressemble quand même beaucoup au contre-la-montre de la Vuelta d'il y a quelques années, sauf qu'on n'arrivait pas à Montjuic, mais sur la première partie, ça va ressembler. Deuxièmement, ce format-là, bah, il n'est pas innovant. Ça fait déjà depuis plusieurs années qu'on l'a sur Paris-Nice. On savait qu'on allait l'avoir un jour sur le Tour de France. On savait qu'on l'aurait. Alors, pas forcément pour un grand départ, pour une première étape, mais on savait qu'on l'aurait un jour sur le Tour de France, parce que ça passionne ASO, ce format-là. Je dirais pourquoi il ne me plaît pas ce format-là un petit peu plus tard. Même l'étape du Markstein, bah en gros, c'est le Tour de France Femmes d'il y a 5 ans. En gros. Fois Carcassonne, ça fait quand même plusieurs fois qu'on a des étapes qui se ressemblent. Bordeaux, pas inédit, hein, sprint à Bordeaux, on a vu ça 1000 et 1000 fois. Bon, l'étape, le pire, c'est l'étape qui part de Pau, parce que là, c'est vraiment, à part la dernière montée, c'est vraiment du grand classique. Il n'y a pas d'idée neuve. C'est pour ça que je dis qu'on est en fin de cycle avec Christian Prudhomme. On a déjà des tours qui se ressemblent énormément, d'une année sur l'autre. On passe par les mêmes villes parce que il y a, bon, voilà, en gros, on privilégie l'argent à autre chose. Et il n'y a pas d'idée neuve, quoi. Et pour moi, il y a un vrai souci avec le fait de privilégier l'argent. C'est l'autre truc qui m'énerve. On le voit totalement sur ce Tour de France. On privilégie l'argent. Parce que ça nuit énormément, pour moi, là, à la course. On passe donc par les mêmes coins, encore une arrivée à Bordeaux, encore un passage par 2 étapes qui passent par Pau, aussi, de toute façon, c'est l'étape des doublettes, hein, c'est assez formidable. Mais pour moi, le fait qu'on privilégie l'argent, bah, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a quand même tout un coin de France qui ne peut pas accueillir le Tour de France. Ça coûte trop cher. Actuellement, accueillir le Tour de France coûte trop cher pour beaucoup de collectivités, pour beaucoup de villes et de villages de France, ce qui est quand même dommageable quand on veut être une épreuve populaire, quand on s'appelle le Tour de France et qu'on dit un peu dans tous les sens, nous sommes une épreuve populaire, on va au contact des gens, c'est le seul sport qui est gratuit et qui va au contact des gens, et que dans le même temps, tu demandes une somme assez importante aux collectivités qui aujourd'hui sont quand même un petit peu en difficulté en France, faut quand même bien le dire, parce qu'on leur ponctionne quand même beaucoup d'argent, l'État leur ponctionne beaucoup d'argent, et qu'on a des collectivités et des villes et des villages qui sont plus en capacité de le faire. Donc, ça fait qu'on repasse toujours par les mêmes villes. Il y a beaucoup de villes qui ont été utilisées maintes et maintes fois par ASO,
Ça se voit sur le Tour de France Femmes, ça se voit là aussi sur le Tour de France Hommes, ce qui fait qu'au final, bah, c'est un peu toujours les mêmes publics, parce que, bon, on a beau dire, certes, vous avez des touristes, mais c'est quand même... Le Tour de France, c'est aussi beaucoup de locaux qui vont aller à 5 minutes, 10 minutes de chez eux, parce qu'il y a le Tour de France. Sauf que là, à 20, 30 minutes de chez toi, bah, parfois, t'as pas le Tour de France, quoi. Et depuis des années. Je parle même pas de la Corse. On a été une fois en Corse. Grand départ en Corse en 2013, depuis, plus la Corse. Là, par exemple, cette année, on aurait pu aller en Corse en fin de première semaine. Si on part dans l'autre sens, vu que de toute manière, on a saccagé les Pyrénées. Si on contourne complètement les Pyrénées, qu'on va vers Perpignan, ensuite Montpellier, Marseille et tout ce coin-là, on pouvait faire une étape qui arrivait à Marseille, bim, le lendemain, une étape qui partait de Corse assez courte, mais assez punchy. C'était complètement faisable. Donc, mais aujourd'hui, la Corse n'a peut-être pas les moyens actuellement de payer une arrivée de Tour de France. Parce que ça coûte un bras. Et que actuellement tu te dis, est-ce que la priorité c'est de payer une étape du Tour de France ou c'est de financer des projets, je sais pas moi, des projets culturels, des projets à droite à gauche. Bah, il y a peut-être d'autres projets qui sont plus intéressants que le Tour de France. Et à un moment, je pense que dans les années à venir, le Tour de France va se le prendre en pleine poire parce que vu comment les finances en France publiques sont mauvaises, les mairies vont avoir de moins en moins d'argent et qu'à un moment, ils vont avoir de moins en moins de candidats pour accueillir le Tour de France et qu'il y aura peut-être plus 21 candidats pour payer des arrivées et 21 candidats pour payer des départs. Donc, et plus le Tour de France Femmes, hein, parce que là je passe que du Tour de France Hommes, mais ils auront plus quarantaine, cinquantaine de candidats pour accueillir des étapes. Donc à un moment, il faudra qu'ils revoient leur financement à la baisse, sauf que bah, ça sera peut-être un problème pour les comptes de ASO. Je parlais de manque d'idées neuves. Il y a un truc qui m'énerve sur ce Tour de France. C'est le tour des doublettes. C'est le tour des doublettes. Pas forcément départ-arrivée. Pour moi, départ-arrivée, qu'on ait une arrivée à Pau, un départ depuis Pau, je préfère qu'on ait ça plutôt que des transferts qui durent 3 plombs comme on a eu en 2025 avec énormément de phases de transfert. Voilà, qu'on ait des villes étapes qui le lendemain soient villes de départ, c'était quand même l'histoire du Tour de France. Dans les premières années, les villes d'arrivée étaient forcément villes de départ du lendemain. Pour moi, ça me pose pas de problème. Ce qui me pose problème, c'est qu'on aille encore à Pau. Alors je sais bien que c'est la ville du Tour de France, mais alors chaque année à Pau, et surtout qu'on aille à Pau en repartant dans les Pyrénées de la même manière à chaque fois. Alors ça fait 3 ans d'affilée qu'on se tape la même route, qui est pas en plus hyper original. Alors certes, il y a un peu de tourisme, mais bon, ça fait 3 fois je peux ressortir le même texte d'une année sur l'autre, c'est ça qui est fantastique. Presque, c'est les mêmes spécialités locales, c'est tout la même chose, ça fait un peu répétitif, quoi. C'est ça qui me gêne. Par contre, il y a un vrai problème sur les villes qui vont avoir 2 fois des passages de Tour de France. Barcelone, 2 arrivées, 2 fois Montjuic. Ce qui déjà montre le manque d'idées neuves et le manque d'originalité, parce que c'est vrai que Barcelone, Montjuic, c'est un peu comme Nice-Coldez. Solution de facilité quand même, hein. Nice-Coldez, Tour de France Femmes. Là, il y a quand même, voilà, hein, un vrai truc du côté de Barcelone. L'Alpe d'Huez, alors qui en plus, la deuxième fois, pour moi, on aurait pu s'arrêter avant l'Alpe d'Huez, parce que je vois pas l'intérêt sportif d'aller jusqu'à l'Alpe d'Huez, je vois juste l'intérêt financier de ASO et peut-être de Alpe d'Huez au niveau visibilité pour les années à venir. Le Ballon d'Alsace, c'est vrai que 2 fois aussi. Et la ville de Decize, qui accueillera le Tour de France sur 2 étapes. Donc là, ça montre quand même le manque d'idées neuves, quand on est obligé de passer 2 fois aux mêmes endroits. Déjà en 2025, on a eu 2 fois Béthune, par exemple. Il y a une autre ville aussi où on était passé 2 fois sur 2 étapes. Et puis Clermont, qui avait accueilli à la fois le Tour de France Hommes et le Tour de France Femmes. Bah, ça montre qu'il y a un manque d'idées nouvelles, qu'au niveau des parcours, on sait plus quoi faire, vraiment.
et qu'on est en fin de cycle, tout simplement. Et que ASO demande trop cher pour beaucoup de villes arrivées. Donc en gros, Barcelone se dit, si je mets 100 000 euros de plus, allez, je peux avoir 2 étapes qui arrivent, et qu'il y a un manque d'originalité, parce que pour moi, Barcelone-Montjuic, ok, super. 2 fois le ballon d'Alsace, il n'y avait pas d'autres difficultés, on pouvait pas faire autrement, je pense que si. Donc c'est pas très intéressant. Que ça soit d'un point de vue touristique ou d'un point de vue paysage, que d'un point de vue course aussi, hein. Parce que quand on passe 2 fois au même endroit à 2 jours d'affilée, normalement on a 2 fois un petit peu le même scénario de course. Le retour du chrono par équipe. Or, moi je trouve que c'est une bonne idée d'avoir un chrono par équipe le premier jour. Mais pas ce format-là. Pourquoi pas ce format-là? Parce que déjà, moi je considère qu'un chrono par équipe, ça doit être un travail d'équipe, et qu'on doit arriver ensemble. Donc moi je serais plutôt pour qu'on ait des chronos par équipe où on parte à 8 et qu'on ait le droit seulement à un coureur qui soit lâché, parce qu'on aurait peut-être des surprises au niveau des résultats, et ça imposerait à tout le monde de se mettre au service du collectif. Or là, le collectif se met au service d'un leader. Je trouve que ce format-là invisibilise les équipiers, parce qu'on sait très bien que le maillot jaune sera un leader du classement général. Or, avec le format où on prenait le temps sur le 4e coureur, eh bien, on aurait peut-être eu un équipier qui aurait eu le maillot de leader, ce qu'on avait eu parfois sur le Giro, avec, moi je me souviens de Marco Pinotti. Par exemple, Highroad avait décidé que ça serait Marco Pinotti qui aurait le maillot rose. Voilà, il y avait des stratégies comme ça. Je me souviens, Jayco, aussi, enfin à l'époque où ça s'appelait Orica Greenedge, avait fait ça également sur une étape. C'était bien le chrono par équipe avec le format précédent parce que ça permettait aussi à des équipiers d'avoir un maillot de leader. Et en plus, tu sais très bien que le mec qui récupérera le maillot de leader le premier jour, à part si c'est un taré comme Pogacar et qu'il a une énorme marge de sécurité sur les autres l'an prochain, normalement il va s'en débarrasser les jours après. Donc pourquoi pas le donner directement à un équipier dès la première étape, qui ferait honneur en plus au maillot jaune, peut-être beaucoup plus qu'un leader. Moi je trouve ça dommageable. Voilà. Et je trouve que ce format-là ne me plaît pas parce que pour moi un contre-la-montre par équipe c'est un travail collectif vraiment, et c'est surtout des leaders qui se mettent au service du collectif, des coureurs qui se mettent au service du collectif. Alors là, ce sont des équipiers qui vont se mettre au service d'un leader unique. On n'a plus vraiment, je trouve, on perd un peu la notion d'équipe. Du côté où on doit travailler ensemble, là en gros il y a un leader qui se cache et qui va être catapulté sur la fin. Et je trouve que oui, en termes de visibilité pour les équipiers, je trouve ça très mauvais. Le chrono en boss. Alors ce chrono en boss, il y a du bon, il y a du moins bon. Il y a du bon, il arrive en début de 3e semaine, lendemain de journée de repos, il peut y avoir des surprises pour certains coureurs au niveau de la remise en route. Ça c'est bien. C'est un chrono qui t'impose une réflexion au niveau du matériel. Est-ce que tu pars vraiment roue à bâton, roue à rayon, au niveau de l'équipement? Ça demande quand même une réflexion, un travail. Le problème, c'est que pour moi, il est trop court. Moi, j'aurais aimé un chrono plus long avec plusieurs bosses dans la journée. Et qu'il arrive à un moment où tu sais très bien que 90% du peloton va pas le faire. C'est un chrono où, en gros, vous pouvez commencer à le regarder à partir de 16h. Parce qu'en gros, le top 20 partira à 16h. Parce qu'il n'y a que les 20 derniers qui le feront à fond. Comme c'est un chrono en boss, déjà, tous les bons rouleurs, genre Ghana, je sais pas qui, là je pense à Ghana, Stephen Kung par exemple, bah le feront pas à fond. Or peut-être Van Aert, et encore, parce que imaginons un Van Aert sera peut-être en train déjà de se préserver pour la suite de ce Tour de France. Et puis pour moi, on sait très bien que 90% des coureurs vont pas le faire à fond parce que les délais sont suffisamment larges, et c'est toujours le problème des délais qui ont été augmentés. Je trouve que ça, c'était une belle idée une très mauvaise idée. Parce que pour moi, dans ce chrono en boss, bah, très clairement,
On va avoir les leaders qui vont le faire à fond, et encore peut-être pas tous, parce qu'il y en a certains qui savent qu'ils vont perdre 5 minutes, donc de toute manière, qu'ils le fassent à fond ou pas à fond, ils perdront 5 minutes. Et ils savent que de toute manière, en perdant 5 minutes, ils seront quand même dans les délais. Et puis tous les équipiers le feront pas à fond. Donc en gros, de 13h45 à 16h, on va s'ennuyer ferme. Et peut-être même jusqu'à 16h15, 16h20, on va s'ennuyer ferme. C'est quand même dommage pour une étape. Voilà. C'est comme les étapes de plat qui arrivent en week-end en première semaine. Voilà, c'est un peu dommageable. La question des sprints intermédiaires, là aussi, je trouve que c'est une belle erreur de la part d'ASO. Faut savoir qu'en plus, j'ai eu une fausse joie, parce que c'est vrai que le matin de l'annonce du parcours, il y a des rumeurs qui indiquent, tiens, il y aura peut-être 2 sprints intermédiaires par étape. Je me suis dit, oh là là, ASO a enfin une bonne idée. C'était pas arrivé depuis des années. Elle dit, ah, tiens, ça change d'habitude. Bon, Christian Prudhomme a bien refroidi l'ambiance juste après, en disant que non, c'était une fausse rumeur, et en gros, il y aurait un sprint intermédiaire et pas plus, avec cette grande justification qui est du niveau de Thierry Gouvenou en 2025, qui nous avait dit, s'il y a des sprints le week-end, c'est à cause de la topographie de la France, et pas du tout à cause de l'organisateur, c'est la topographie de la France. La justification de Christian Prudhomme qui a dit « J'ai peur que ça cadenasse la course ». Non, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, les étapes de sprint sur les derniers Tours de France, ça courait comme sur les Coupes de France. Hein. Vraiment, c'était des courses de cadets, ça attaquait dans tous les sens, vraiment, hein, ces étapes de sprint. Alors, soit Christian Prudhomme prend de la drogue, soit il essaye de nous prendre pour des débiles. Je privilégiais plutôt l'option numéro 2, il nous prend pour des débiles. Pourquoi il n'y a pas de deuxième sprint intermédiaire? Je suis quasiment sûr que c'est ça. Qui dit deuxième sprint intermédiaire dit soit il faut trouver un autre sponsor, ce qu'a fait le Giro cette année avec le kilomètre Red Bull, mais il faut trouver un autre sponsor, donc il faut démarcher un autre sponsor. Donc peut-être qu'ils n'ont pas trouvé au final d'autres sponsors. Si tu trouves pas d'autres sponsors, par exemple Skoda, c'est Skoda aujourd'hui les sprints intermédiaires, Skoda, il décide de mettre tant d'argent pour le maillot vert. Je sais pas, c'est genre 200 000 euros, 300 000 euros pour le maillot vert. ASO va leur dire d'une année sur l'autre, ah bah là, vous êtes obligé de payer 400 000 parce qu'il va y avoir un deuxième sprint intermédiaire. Bah non, Skoda il va lui dire, bah non, moi j'ai payé pourtant, je paye pourtant, débrouillez-vous pour trouver un autre commanditaire pour un deuxième sprint intermédiaire. Moi je suis pas pour avoir un deuxième sprint intermédiaire, je suis pas pour donner plus d'argent, je donne déjà suffisamment cher pour le Tour de France. Et je pense que c'est totalement ça, c'est-à-dire qu'en gros, ils avaient peut-être cette idée-là du deuxième sprint intermédiaire, mais soit ils n'ont pas trouvé de commanditaire, soit bah, fallait qu'ils mettent, qu'il fallait qu'ils passent à la caisse pour donner de nouveau des primes de sprint intermédiaire, et qu'en gros ils n'avaient pas envie de péter un petit peu leurs chiffres commerciaux, qui sont excellents du côté d'ASO, hein, il faut le savoir, les investisseurs ont encore gagné beaucoup d'argent. Mais voilà, donc ils ont privilégié l'économie aux sportifs. Voilà, la raison elle est là. Parce que sinon, ils sont complètement débiles chez ASO. Enfin, de dire que ça va cadenasser la course, avec les courses sont tellement animées aujourd'hui. Les étapes de plat ont été tellement fantastiques. Je rappelle encore une fois, hein, Van Der Poel, c'est un miracle. Hein. Si en plus Van Der Poel n'est pas au départ, on n'aura pas un nouveau miracle. Hein. Et que ce jour-là, je sais pas, il y avait les 2 fils qui s'étaient touchés du côté de Van Der Poel. Mais c'est un miracle. L'étape de Châteauroux de 2025. Donc non, il y a un moment, il faut rajouter des carottes pour qu'on ait plus de coureurs en échappée. Soit ça passe par remettre beaucoup plus de classement de la montagne et que ce maillot à poids puisse se jouer aussi sur les étapes de plat, soit c'est le maillot vert, mais il faut trouver une solution, ou soit créer un maillot des baroudeurs, ça peut être aussi une autre solution, au lieu d'avoir un maillot des meilleurs jeunes qui aujourd'hui
a quand même perdu, je trouve, énormément de son intérêt depuis Pogačar et Remco Evenepoel. Les Pyrénées, autant pas y aller si c'était pour faire ça. Je le dis très clairement, si c'était pour faire ça dans les Pyrénées, fallait mieux pas y aller. Fallait mieux aller en Corse. Voilà. Et faire des vraies étapes en Corse. Si, encore une fois, ton objectif, c'est de garder le suspense jusqu'en 3e semaine, donc de ne pas faire d'étapes difficiles en début de course, bah déjà, fallait pas partir depuis Barcelone, fallait partir depuis le Danemark, hein, comme ça, ou depuis l'Allemagne, c'est beaucoup plus facile pour éviter des zones de montagne. Et même en partant de Barcelone, bah, fallait longer la côte et passer par Perpignan et passer par Marseille, par Montpellier, par toute la côte méditerranéenne, et pas passer par les Pyrénées, reprendre les Pyrénées plus tard, ou absolument ne pas aller dans les Pyrénées, qui, pourquoi pas, aurait pu être utilisé par le Tour de France femmes. Parce que là, si c'est pour faire ça, il n'y a aucun... Les Pyrénées, là, en 2026, n'ont aucun intérêt. Voilà. Ça n'a aucun intérêt, les étapes qu'on nous a pondues dans les Pyrénées. Les 2 étapes, grosses étapes, on va dire, pyrénéennes, n'ont aucun intérêt. Et je pense que le 20 juillet, on s'en souviendra déjà plus qu'on est passé dans les Pyrénées. Donc pour moi, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Donc les Pyrénées saccagées, mais encore une fois, si on prend tous les Tours de France qu'a fait Christian Prudhomme, le nombre de fois où j'ai dit les Pyrénées ont été saccagées et le nombre de fois où j'ai dit oh super, on a des belles étapes dans les Pyrénées, la première option est arrivée, je pense, dans 90% des cas. Parce que ils aiment pas les Pyrénées du côté d'ASO. Je sais pas, soit c'est parce qu'ils payent pas assez, soit je sais pas, mais ils aiment pas les Pyrénées. Ça fait depuis des années que Thierry Gouvenou nous dit j'adorerais faire un Tour de France sans les Pyrénées. Il n'a jamais dit j'adorerais faire un Tour de France sans les Alpes. On pourrait faire un Tour de France sans les Alpes. On pourrait faire un Tour de France où on ne va pas dans les Alpes. Mais pour lui, les Pyrénées, ça n'a jamais été un massif majeur pour les équipes de Christian Prudhomme. Et ça se ressent encore là. C'est pas un massif majeur pour eux. Le Tour de France femmes n'a vu les Pyrénées qu'une seule fois. Le Tour de France hommes, bah là, si c'était pour faire ça, fallait pas aller dans les Pyrénées, fallait aller en Corse. Parce que là, les Pyrénées ne serviront à rien, à part à empêcher des étapes de sprinters, ça ne sert à rien. Voilà. Que d'autre je n'aime pas? Bah si, pas d'étape longue. Étape la plus longue du Tour de France, 205 km. On essaye de rattraper les filles. J'ai l'impression. L'an prochain, ça sera peut-être plus que 190. Et puis bon, bah, dans 2-3 ans, à ce rythme-là, l'étape la plus longue du Tour de France femmes sera équivalent à l'étape la plus longue du Tour de France hommes. Moi, j'aurais préféré plutôt qu'on fasse l'inverse, que ce soit les filles qui fassent plus de kilomètres plutôt qu'on réduise les kilomètres des garçons. On oublie un principe de base du cyclisme et des grands tours. L'endurance. C'est un sport d'endurance, le cyclisme. Ça a toujours été un sport d'endurance. Ça passe par le kilométrage. Voilà. Alors, ils vont dire du côté de chez ASO, oui, mais une étape longue, souvent, elle est chiante. Je pense que ça va être leur leitmotiv. Bah non. Les classiques d'un jour, c'est 250 bornes, on s'ennuie pas. Paris-Roubaix, on s'ennuie pas. On s'ennuie pas à Milan-San Remo, c'est 300 bornes. Cette année, on s'est pas ennuyé en regardant Milan-San Remo. Le Tour des Flandres, c'est 250 bornes, on s'ennuie pas. Et puis vous avez des courses, par exemple, je pense Strade Bianche, ça a été 210 km, et là, on s'est ennuyé ferme, du côté des Strade Bianche. C'est pas la longueur qui fait qu'on s'ennuie ou pas, c'est le spectacle qui est proposé. Si on a comme Milan-San Remo cette année 300 km où il y a eu très peu de moments de calme plat, fantastique.
Et la dernière fois qu'on a eu une étape de plus de 240 km sur le Tour de France, c'était l'étape de Vierzon, remportée par Mohoric. Je crois que ce jour-là, même si j'avais vu l'étape après coup, je l'avais pas vu en direct, il y avait eu quand même pas mal de rebondissements, pas mal d'intérêt, avec des coups de bordure. Par exemple, pour moi, l'étape de Belfort, tu rajoutes 50 bornes, tout de suite, la montée du Grand Ballon, c'est plus la même chose. On a 3300 km sur ce Tour de France. Le maximum étant 3005, on avait de la marge pour faire une étape de 250 bornes. On oublie que dans les classiques, là où ça commence à devenir très compliqué pour beaucoup de coureurs, là où il y a des renversements de situation, là où on a des grosses craquantes, c'est quand on dépasse les 210, 220 km. Ça fait depuis 3 ans qu'on l'oublie complètement dans le cyclisme sur le Tour de France. Je trouve ça dommageable. Voilà. On oublie que le cyclisme est un sport d'endurance. Alors vous savez pourquoi ils font pas d'étapes longues? Enfin, ils font plus d'étapes très longues. Tout simplement, c'est France Télévisions. France Télévisions et les autres chaînes, mais France Télévisions en particulier, si une étape fait 250 km, l'étape va donc partir à 11h30, midi. C'est-à-dire que dans ce cas-là, France Télévisions est obligée de déprogrammer Tout le monde veut prendre sa place, avec Cyril Ferraud. Et surtout, il faut passer d'une chaîne à une autre. France 2, France 3, re-France 2. Or, si l'étape la plus longue ne fait que 205 km, on peut la faire partir à 13h. 13h, le départ ne sera pas sur France 2, mais sur France 3. On ne change qu'une fois de chaîne. On n'est plus obligé de déprogrammer Cyril Ferraud, avec Tout le monde veut prendre sa place. On n'est plus gêné au niveau des pubs aussi. On sait qu'on aura un minimum d'audience même sur la première heure de course. Et sur France 3, avoir moins d'audience, c'est pas un problème parce que c'est une chaîne qui a moins besoin, enfin qui fait des moins gros scores que France 2 et puis qui est un public plus âgé, donc plus intéressé par le Tour de France. Je pense que c'est France Télé qui en a marre des étapes qui partent le matin. Bah, dans ce cas-là, tu fais pas le Tour de France que pour France Télé. Tu fais le Tour de France pour les coureurs, tu fais le Tour de France pour le spectacle. Bah là, on oublie complètement ce paramètre-là. Et puis un Tour de France qui, pour moi, n'est pas pour les sprinteurs. On a tellement peu d'opportunités pour les sprinteurs. Ça va se résumer à quoi? 5 étapes? Grand max? C'est beaucoup trop peu. Donc, comme on a peu de sprints, si le Giro ou la Vuelta en plus sont un peu plus pourvus, que vont faire les stars des sprints? Bah, ils vont pas aller sur le Tour de France, ils iront sur d'autres courses. Ce qui fait qu'on risque de ne pas avoir beaucoup de densité au niveau des sprinteurs sur le Tour de France, donc d'avoir le même vainqueur à chaque sprint. Donc de ne pas avoir beaucoup de spectacles et de ne pas avoir beaucoup d'intérêt. Mais c'est ce qui risque de se passer. Aujourd'hui, je pense que, tu vois, il y a des coureurs qui font quasiment pas de grand tour du côté des sprinteurs. Bah, je suis pas sûr qu'ils y perdent, hein. Parce qu'aujourd'hui, sprint sur les grands tours, c'est un truc en voie de disparition. Alors que, tout simplement, parce qu'ils savent pas quoi faire pour donner de l'intérêt sur ces étapes de plat. Bah, rajouter des sprints intermédiaires. Et faites également que les baroudeurs puissent obtenir le maillot vert. Et vous verrez, hein, il y aura des échappées sur les étapes de plat, hein. Et le peloton aura du mal à rattraper ces échappées sur les étapes de plat. Donnez une carotte, vous verrez, il y aura beaucoup plus de spectacles, hein. C'est pas très compliqué. Et ce qui fait que là, je me dis, mais un Milan, un Merlier, un Magnier n'ont pas d'intérêt à aller sur ce Tour de France. T'as 5 opportunités. 5 opportunités, si ton train est pas en place, tu peux rater les 2 premières, ça t'en reste plus que 3. Si tu tombes en première semaine, t'auras que voir rond presque. Parce que, est-ce que tu seras remis en deuxième semaine? Pas sûr. C'est trop risqué.
Trop risqué. Donc, va sur d'autres courses. Va pas sur le Tour de France. Voilà. C'est pas là où tu vas enchaîner les victoires d'étape. C'est pas pour les sprinters, et encore plus avec les Champs-Élysées. C'est bien la Côte Montmartre, mais pas tous les ans, quoi. On va faire la même erreur, mais que fait le Tour de France depuis des années. L'erreur qu'on a fait avec l'Alpe d'Huez. L'erreur qu'on a fait avec la super planche des belles filles. Surutiliser quelque chose qui fonctionne. Ce qu'on est en train de faire avec le Massif Central. Chaque année, Massif Central, Massif Central, Massif Central. On fait une surutilisation d'un élément qui marche jusqu'à l'essorer à la moelle. Ce qu'on a fait avec l'Alpe d'Huez où on a dû arrêter d'y aller pendant des années parce qu'il y a un moment on avait fait trop. Ce qu'on fait avec la super planche des belles filles, on a essoré la super planche des belles filles. Ce qu'on est en train de faire avec le Massif Central, si on n'a plus de spectacle dans le Massif Central, il ne faudra pas s'étonner. Et ce qu'on va avoir avec Montmartre, parce qu'on le fait beaucoup trop. Alors là, ils ont changé le parcours. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, parce que ça permet à un peloton de se réorganiser, d'avoir une vraie bataille entre baroudeurs et sprinteurs. Mais pas chaque année, quoi. Pas chaque année. C'est bien de le mettre de temps en temps, mais pas tous les ans, quoi. Parce que là, c'est beaucoup trop pour les sprinters. Alors, dernier élément de cette vidéo. Pour qui est fait ce Tour de France? Pas pour les rouleurs. Pas pour les grimpeurs rouleurs. Pour moi, Remco Evenepoel, bon, à part s'il a envie de se tester par rapport à Pogacar, par rapport à Vingegaard. Alors après, il faut voir ce que nous donnera le Giro, il faut voir ce que nous donnera la Vuelta, mais pour moi, c'est vraiment pour les purs grimpeurs et grimpeurs punchers même. Comme le Tour de France Femmes. À part que dans le Tour de France Femmes, c'est vraiment très pour les puncheuses. Mais là, il faut un grimpeur endurant. Parce que les difficultés vont quand même se concentrer peu sur la première semaine et beaucoup sur la deuxième partie de course. Et qu'il y a énormément de dénivelé positif. Pour moi, puncher, parce que l'étape du Durand, même l'étape du Markstein, sont pas des étapes avec des longues montées. Donc c'est là où un puncher peut vraiment extrêmement bien s'en sortir. Pas rouleur, parce que le seul contre-la-montre individuel que t'as, il y en a la moitié qui est en bosse. Le contre-la-montre par équipe, c'est plus un travail de collectif quand même, qui va t'amener à te catapulter. Imaginons Remco Evenepoel soit seul bon rouleur de son équipe, ça le fera pas. Donc pour moi, c'est une course pour grimpeurs endurants. Il faudra une bonne équipe pour être dans le bon paquet au moment du contre-la-montre par équipe, pour pas être complètement largué. Et il y a quand même un nombre d'étapes où il faudra être protégé. Il faudra être en capacité de conserver son énergie, notamment en première semaine. Être un bon puncher, donc comme je le disais, va quand même aider sur pas mal d'étapes, où ça va pas être simple de faire des différences dans les montées, mais tes qualités de puncher pourront te permettre de gagner. Et puis pas un tour pour sprinter. Par contre, pour les baroudeurs, il y a énormément d'étapes, je pense notamment les Pyrénées, je pense également la veille du Lioran, potentiellement. Je pense l'étape de Belfort aussi, pourquoi pas. Et même dans les Alpes, en troisième semaine, il y aura énormément d'opportunités pour les baroudeurs sur ce Tour de France, parce que c'est tellement dur qu'on ne pourra pas contrôler tous les jours, et on ne pourra pas faire le spectacle tous les jours. Donc on laissera forcément des opportunités pour les baroudeurs sur certaines semaines de compétition. Et bien voilà, j'espère qu'on a fait le tour, je pense, la vidéo étant assez longue. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mac Production. Ciao ciao!